Voilà, nous allons démarrer cette conférence de presse, ce temps de présentation du baromètre santé sociale réalisé par la Mutualité française et l'AMF, qui est mis à jour chaque année. Et au fond, c'est important sur un sujet comme celui-là où les ressentis en termes de désertification médicale, en termes d'accès aux soins sont importants, mais il faut pouvoir les objectiver avec des données statistiques fiables. Et c'est ce que fait ce document. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Éric Chenu, président de la Mutualité française, pour nous présenter la QV 2025 de ce baromètre. Monsieur le Président. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Oui, cette initiative, c'est le troisième baromètre que nous publions. Cette initiative que nous avions prise avec le président Lisnard, elle nous semble importante, d'autant plus important que les sujets de santé sont la préoccupation majeure de nos concitoyens, si on regarde sondage d'opinion après sondage d'opinion. Et ce baromètre, il permet d'identifier les questions, de montrer les différences, les inégalités territoriales, économiques et sociales, les grandes problématiques qui se posent, que ce soit en santé mentale, en santé environnementale, avec tous leurs impacts, tous leurs corollaires en termes de santé publique, d'exposition des uns et des autres, avec l'augmentation des affections de longue durée, extrêmement préoccupante compte tenu des enjeux de soutenabilité du financement de la protection sociale. Et bien évidemment, de regarder aussi au travers les différentes générations, de la petite enfance au grand âge, en passant bien évidemment par les actifs, pour voir comment on apporte des réponses. Qu'est-ce que révèle le baromètre ? Il montre, notamment sur l'accès effectif aux soins, que la situation qui s'était dégradée, malheureusement, ne s'améliore pas. Au contraire, elle continue de se dégrader. La proportion de personnes qui ont dû différer ou renoncer à des soins a encore progressé de 3 points cette année. Par ailleurs, 87% de la population vit dans des zones dites de déserts médicaux, mais on pourrait aussi dire maintenant de déserts aussi dentaires, avec toutes les problématiques que ça peut poser en termes d'accès effectif aux soins. 6 millions de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant, et donc ça montre à quel point le fait de passer par le seul médecin traitant n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous posons une alternative qui avait été validée via amendement à l'Assemblée nationale d'équipes de soins traitants où, autour du médecin généraliste spécialiste, les pharmaciens, les infirmières, les sages-femmes, l'ensemble des paramédicaux puissent être différentes portes d'entrée. Ça nous semble essentiel. Et puis, dans les causes de renoncement aux soins, il faut qu'on soit très vigilant sur l'augmentation des dépassements d'honoraires, sur l'augmentation des coûts en santé. La question économique devient prégnante et ça montre à quel point les orientations qui sont envisagées, doublement des franchises sur les boîtes de médicaments, sur les consultations médicales, ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux et qu'au contraire, c'est par la pertinence des prescriptions qu'on pourra trouver des réponses durable, soutenable, en partant des préconisations de la Haute Autorité de Santé ou des sociétés savantes. Et on voit à quel point la coopération à l'échelle territoriale, elle est cruciale. Je citerai un exemple d'une coopération réussie sur la ville de Moulins, sur l'intercommunalité de Moulins, avec l'hôpital de Moulins, où dans une articulation d'un parcours coordonné ville-hôpital, géré par une mutuelle, la MGN, à la demande de la collectivité, on a pu construire des réponses qui vont permettre à la population d'accéder plus facilement aux soins. Deuxième question qui se pose, si on veut garantir la soutenabilité de notre modèle, c'est la question de la prévention. La prévention, elle ne dépend pas du système de santé pour l'essentiel, elle dépend des grandes politiques publiques menées par l'État comme par les collectivités territoriales et notamment par les mairies, que ce soit l'éducation, que ce soit le logement, le transport, l'aménagement urbain, etc. Tous ces éléments-là agissent sur les déterminants de santé. Les 2/3 des déterminants de santé qui ont un impact sur la santé dépendent de ces grandes politiques publiques, des éléments comportementaux. L'impact qui est lié au système de santé, c'est seulement 20%.
Et donc, la priorité, l'enjeu fondamental, c'est de pouvoir coordonner l'action de l'ensemble des acteurs. Là encore, un petit biais aujourd'hui, c'est que depuis plus de 2 ans, les professionnels de santé, les collectivités territoriales, les acteurs engagés dans la prévention, comme sont les mutuelles, attendent la publication de la stratégie nationale de santé. Alors heureusement, on agit quand même, mais si on veut prioriser les choses, on voit bien que ce manque est une vraie problématique et qui doit trouver une réponse. En matière de prévention, je donnerai 2 exemples. Une sur l'agglomération, l'interco d'Auray et de Quiberon en Bretagne, sur la question des polluants, des pesticides, de l'impact des perturbateurs endocriniens, sur l'incapacitation des ménages, des familles, à éviter l'exposition pour eux, pour leurs enfants, ou les actions que l'on peut mener avec notre réseau de crèches mutualistes, avec le label Écolo-Crèche aussi, sur l'accompagnement de la petite enfance. Et puis un autre enjeu, parce que l'enjeu de la santé mentale est crucial, c'est les formations que nous proposons, notamment à des agents des villes, à des intervenants des villes, pour les former au premier secours en santé mentale, parce que ça nous semble crucial, essentiel, de densifier le réseau de vigie pour pouvoir repérer le plus précocement possible le nombre, notamment de jeunes, mais ça concerne toutes les générations qui sont confrontées à des problématiques de santé mentale, progressent dans notre pays et risque d'être une bombe sanitaire, économique et sociale extrêmement puissante. Troisième enjeu, c'est la mutation démographique de notre pays. Et là, on voit que malgré la mobilisation des départements, malgré la mobilisation des villes, des CCAS, il y a un recul aujourd'hui dans notre pays du nombre de places en établissement par rapport à la population de 75 ans et plus. Par rapport à 2018, on a un recul de 15 points. Donc ça, c'est une vraie problématique, car si la population aspire autant que c'est possible et toutes les fois où c'est souhaitable de rester à domicile, on voit quand même que ce recul, il est préoccupant, que la problématique d'attractivité des métiers se pose de plus en plus. Et là, on a un enjeu et on voit bien que notre pays ne se prépare pas suffisamment, qu'on n'investit pas suffisamment. Il est assez rare que la Cour des comptes dise qu'on ne dépense pas assez. Or, je renvoie au rapport de la Cour qui montre que sur la question du grand âge, aujourd'hui, on est en retard et on se réserve des lendemains très compliqués. Dernier point sur lequel je voulais attirer l'attention sur le baromètre, c'est l'enjeu finalement de coopération. Vous aurez compris, notre conviction, c'est qu'on ne peut se permettre la procrastination, on ne peut se permettre la résignation ou l'injonction, et c'est que par la coopération, par l'association, par la réconciliation qu'on parviendra à trouver les solutions. Et ce que l'on mène dans de nombreux territoires, dans des coopérations entre des villes, des intercommunalités et des structures mutualistes, montre qu'on est capable de faire émerger des réponses. Exemple en Haute-Saône avec le Bucobus pour ramener du soin dentaire au plus proche des populations et apporter des réponses, des solutions aux déserts dentaires qui se développent avec énormément de problématiques cumulées en prévention déjà, mais en soins dentaires, avec toutes les problématiques pour les gens. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Mais malgré toutes ces initiatives aussi pertinentes, fortes, utiles pour les populations dans les territoires, si on ne change pas d'échelle, on n'y arrivera pas. Et c'est pourquoi nous avons lancé lundi, avec un certain nombre d'autres acteurs, un certain nombre de partenaires, syndicaux, acteurs de l'ESS, fédérations hospitalières et syndicats de professions de santé, pour consulter la population, consulter les professionnels de santé, parce qu'on ne transformera pas le système de santé les uns contre les autres. On ne saura pas trouver les ajustements utiles pour répondre aux besoins de la population, être en anticipation de la mutation démographique dans laquelle on est, répondre aux enjeux, aux opportunités, aux risques de la mutation numérique, à la transition écologique,
et faire en sorte que le financement, mais la finalité même de notre protection sociale, sa gouvernance soit réinterrogée pour correspondre aux besoins d'aujourd'hui, mais aux besoins surtout à 15 ans, à 25 ans, et qu'on soit en situation de commémorer les 80 ans de la sécurité sociale aujourd'hui, très bien, mais d'être en situation, en capacité de garantir les 100 ans de la sécurité sociale, les 150 ans de la sécurité sociale, et faire en sorte qu'à tous les échelons de notre société, ce pacte de cohésion sociale et républicaine puisse être maintenu, qu'on garantisse l'accès effectif aux soins de tous et qu'on réduise les inégalités. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et en parlant de réduire les inégalités de santé, il y a un domaine particulier sur lequel nous aimerions insister, c'est celui de la santé mentale. Au demeurant, il y a un chapitre important cette année dans le baromètre. Et j'aimerais passer la parole sur ce sujet à Daniel Fasquelle, maire du Touquet et en charge de la création d'un guide de l'AMF sur la santé mentale. Absolument. Merci beaucoup et merci au coprésident de me laisser la parole, Monsieur le Président. Et merci d'avoir consacré un chapitre important de ce baromètre à la question de la santé mentale, ce qui est tout à fait nouveau, mais avec des informations et un éclairage qui est vraiment intéressant. Alors, s'agissant du constat, il y a notamment un constat qui est fait selon lequel, parmi les jeunes de 15 à 29 ans, 25% présentent des signes de dépression, ce qui est un chiffre tout à fait considérable. On sait que chez les étudiants, moi je suis professeur de droit, j'enseigne à l'université, on est à 41% d'étudiants qui ont des troubles, notamment dépressifs, qui sont à minima déprimés. Donc les chiffres de ce baromètre recoupent les chiffres nationaux qu'on diffuse avec Angèle Malade, Michel Lejoyeux. On est les trois à avoir été désignés par Michel Barnier dans le cadre de la grande cause nationale, mais dont il faut prendre pleinement conscience. Mais si sur le constat, les chiffres que vous donnez recoupent les chiffres que l'on a déjà au niveau national, ce baromètre, il est très intéressant parce qu'il apporte des informations qu'on n'avait pas jusqu'à présent, notamment sur les inégalités territoriales. Alors ces inégalités territoriales, c'est déjà face à la santé mentale. Si on est à 25% en moyenne nationale sur la tranche d'âge de 15-29 ans de jeunes qui présentent des signes de dépression, outre-mer par exemple, on est à 39%. 25% en moyenne nationale, 39% outre-mer. Donc déjà dans le constat, il y a une vraie inégalité face à ces troubles selon là où on se situe, en ville, à la campagne, en métropole, outre-mer, dans certains départements français par rapport à d'autres. Et puis ensuite, les inégalités territoriales, elles sont dans les réponses. Et là, on a des chiffres qui sont vraiment très intéressants et qu'il faudra savoir exploiter. Par exemple, s'agissant des psychiatres, bon, visiblement, il y a certains qui n'ont pas de problème de santé mentale en dehors de la salle, et tant mieux pour eux. S'agissant des psychiatres, il y a des écarts entre les départements qui vont de 1 à 14. Quand on regarde le nombre de psychiatres par habitant, hein, on est à 103 pour 100 000 à Paris, mais on est à 7 pour 100 000 dans la Meuse, par exemple. Donc vous avez tous ces chiffres hein, dans le dossier qui vous a été remis. Donc s'agissant de pouvoir faire appel aux psychiatres, il y a déjà un écart énorme de 1 à 14 en France, selon les départements. Pour les pédopsychiatres, c'est pire encore, puisqu'il y a des départements dans lesquels il n'y a carrément pas de pédopsychiatre. Hein. C'est le cas, par exemple, de l'Allier, de l'Ariège, du Cantal, et ça, c'est pas normal, et on sait très bien, moi, je me suis beaucoup impliqué, j'étais à l'origine de la grande cause nationale de l'autisme en 2012, j'ai créé le groupe d'études d'autisme à l'Assemblée nationale, c'est pour ça que Michel Barnier m'avait repéré, m'a demandé de m'impliquer sur ce sujet. Donc c'est très bien qu'on a absolument besoin de pédopsychiatres, et que c'est un drame pour les familles qui ne peuvent pas avoir accès à ces professionnels de santé. C'est la même chose pour les psychologues, et également pour les maisons des adolescents. Là, je ne vais pas répéter tous les chiffres, vous les avez dans le dossier. Donc, le constat majeur de ce baromètre, ce sont ces inégalités territoriales qui sont plus fortes encore que ce que nous pouvions penser. Alors, pour l'avenir, je dirais 2 alertes, mais quelques points positifs malgré tout, parce qu'il faut rester positif et optimiste. Les points d'alerte, ce sont les délais d'attente hein, qui sont beaucoup trop importants, notamment dans les CMP, par exemple 74 jours en moyenne. Et là aussi, les délais d'attente, évidemment, ne sont absolument pas les mêmes selon là où on se trouve en France, mais ces délais d'attente sont extrêmement longs. L'errance également
des parents et des familles encore aujourd'hui pour beaucoup de maladies ou de handicaps, avec des parcours qui restent chaotiques. Le rôle du généraliste, notamment, qui est à repenser. On en parlait en aparté. Donc, ça me semble un point important. Puis un point d'alerte aussi, c'est la moyenne d'âge des psychiatres, puisque la moyenne d'âge est de 55 ans. Il y a un vrai sujet d'attractivité de cette profession. Les jeunes qui s'engagent dans la voie médicale sont très peu à choisir malheureusement la psychiatrie, qui n'est absolument pas valorisée, mais tout comme d'ailleurs, enfin, je veux dire, elle est stigmatisée comme la question des maladies mentales et la façon dont on les traite en France. Les points positifs, quand même, j'en citerai 3. Le doublement du nombre de psychologues en 10 ans. Ça, c'est essentiel et on le sent et je le ressens sur le terrain. Moi, j'ai une école parentale pour enfants autistes dans ma commune. Heureusement, on fait appel avec les parents à 2 psychologues qui encadrent des bénévoles et on apporte une réponse qu'on n'était pas capable d'apporter il y a 10 ou 15 ans dans mon territoire. La grande cause nationale, et Michel Barnier, je sais qu'il plaide pour que ce soit prolongé encore d'une année et qui a permis une vraie prise de conscience des initiatives locales. Et l'AMF s'en est emparé. Il y avait déjà un premier guide de bonne pratique. Il y aura un deuxième guide de bonne pratique qui sera diffusé en 2026, beaucoup plus complet, avec énormément d'exemples concrets. Mais je sais que, par exemple, on multiplie les formations au premier secours en santé mentale dans les communes. Moi, je l'ai fait dans ma commune. J'ai formé 70 fonctionnaires, collaborateurs au premier secours en santé mentale. Et c'est très efficace. Et ensuite, on a formé également les élus au premier secours en santé mentale. Et puis les contrats locaux de santé mentale aussi, qui sont extrêmement efficaces. Il y en a un certain nombre. Et l'objectif, c'est de couvrir l'ensemble du territoire national, s'agissant des contrats locaux de santé mentale, pour vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs et diffuser les bonnes informations. Parce qu'il y a vraiment un vrai sujet d'accès aux professionnels, mais également d'accès à l'information. Mais sur tous ces sujets, les choses bougent et l'AMF entend bien justement y prendre sa part. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Daniel. Et merci d'être resté avec nous, puisque je crois que tu as une obligation qui te ramène dans le Pas-de-Calais très bientôt. Voilà, merci d'avoir pris ce temps. Une réunion des maires de ma communauté d'agglomération, voilà, avec des sujets importants cet après-midi. Merci et bon retour. Je me tourne vers Claire Peigné, peut-être pour revenir au premier chapitre de ce baromètre sur le sujet qui inquiète le plus les maires, l'accès aux soins. Et on voit que ce soit les généralistes ou les spécialistes, là encore, il y a de grandes disparités entre départements. Alors, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été annoncées sur la journée de solidarité, la 4e année d'internat ou les 151 zones rouges. Claire, comment se positionnent les maires face à ces réformes-là ? Alors, je pense que pour certaines réformes, notamment la journée de solidarité, c'était un dispositif qui avait été annoncé. D'ailleurs, le baromètre aujourd'hui reprend la cartographie des EPCI concernés où effectivement il fallait apporter une solution un peu urgente. Donc depuis septembre 2025, ont été mis en place des consultations solidaires qui peuvent être assurées par des médecins en exercice, des médecins retraités. Et donc le dispositif est encore un petit peu jeune, mais ce matin, la ministre de la Santé nous indiquait que déjà plus de 200 médecins étaient inscrits dans le dispositif et avaient réalisé en moyenne 1000 consultations. Donc peut-être un dispositif qui fera l'objet d'une évaluation et dans notre prochain baromètre qui pourra être évalué. La réforme de la 4e année de médecine générale est plus compliquée parce qu'il a fallu effectivement mettre en place un comité de pilotage. Elle est annoncée pour une mise en place en novembre 2026 avec l'arrivée de docteurs juniors sur les différents territoires. Il fallait régler, et c'était important, des problèmes pratiques concernant la rémunération, bien sûr, de ces internes, qui sont des médecins qui vont exercer sous la responsabilité de maîtres de stage. Il fallait revoir aussi le statut des maîtres de stage, établir une cartographie à l'échelle nationale pour que les élus puissent se saisir du sujet en lien avec leur CPTS pour savoir comment faciliter au mieux l'arrivée des docteurs juniors. Cette étape est en train d'être franchie. Je ne vous cacherai pas qu'effectivement, les changements de ministère ont fait qu'à un moment, le groupe de travail s'est arrêté. Mais nous allons reprendre. Et l'AMF est associée à ces travaux. Pourquoi ? Parce que nous avons notre rôle à jouer, en lien toujours avec les professionnels de santé de nos territoires, sur la facilitation de l'arrivée de ces docteurs juniors. Ce n'est pas à nous d'aller prendre les décisions qui relèvent du ministère de la Santé, de l'enseignement et des facultés, mais nous avons pleinement un rôle à jouer pour que l'installation de ces docteurs juniors dans nos territoires se passe bien et surtout qu'à la fin de leur période de stage,
ils puissent rester dans nos territoires. Et puis enfin, a été annoncé récemment, je me permets d'en parler, la labellisation des maisons France Santé. Donc là encore, il est peut-être un petit peu tôt pour en faire l'évaluation, qui, sur le même principe que les maisons France Service, se propose de labelliser des structures de soins coordonnées par rapport à des objectifs de permanence de soins, d'accès aux soins. Voilà. Mais on ne peut pas aujourd'hui en dire plus. Est-ce que ce nouveau dispositif, qui ne doit pas venir en concurrence avec nos CPTS, sera une solution, sera la réponse à la demande de coordination que tous les élus locaux appellent de leur vœu sur chacun de nos territoires? Je pense qu'il est un petit peu tôt pour y répondre. En tout cas, c'est le vœu que nous avons formulé ce matin auprès de Madame la Ministre. Et que nous continuerons à reformuler et à défendre. Avant peut-être, Monsieur le Président, de vous laisser la parole pour un mot de conclusion, je voudrais donner la parole à deux autres collègues de l'AMF, puisqu'au fond, on sait que la consommation de soins est particulièrement importante en tout début de vie, dans la petite enfance, et puis ensuite, au-delà de 50-60 ans, à mesure que l'âge avance. Et je voudrais donc donner d'abord la parole à Daniel Cornalbach, co-président du groupe de travail Petite Enfance de l'AMF, puis ensuite, ce sera Marilyn Millet, co-présidente de la Commission des Affaires sociales, pour nous parler, au contraire, du soin et des personnes âgées. Cher Daniel, sur le groupe de travail Petite Enfance. Tout à fait. Merci déjà de nous donner la parole. Ravi de vous rencontrer pour un certain nombre d'entre vous que j'ai pu voir mercredi matin, puisque nous avions une table ronde dédiée Petite Enfance. Juste quelques éléments sur les indicateurs. C'est à la fois une augmentation légère, on peut même dire très très légère, de l'offre en matière de petite enfance, essentiellement, pour ceux qui suivent le sujet, vous le savez, porté par l'accueil collectif, puisque depuis 2020, on évalue à peu près à 28 100 places supplémentaires créées. Mais finalement, ça peut paraître beaucoup, elles sont en vérité compensées par des suppressions de places auprès d'assistantes maternelles qui partent au fur et à mesure en retraite. Ça, c'est un élément évidemment important, mais aussi les réductions de places dans ce que l'on appelle les écoles préélémentaires, ce qui nous amène de façon nette à une augmentation de seulement 4100 places, soit une augmentation de 0,3%. Donc quand je dis très légère, c'est vraiment très très légère. Ce qui réduit un tout petit peu la tension, c'est en quelque sorte la diminution du nombre d'enfants de moins de 3 ans, qui est à noter sur la période. Mais là encore, on voit que dans de nombreux territoires, ça reste une tension importante, d'autant plus qu'il y a des écarts substantiels sur l'offre existante selon les territoires. Juste pour donner deux exemples, il y a celui que l'on connaît de la Vendée avec 85 places pour 100 enfants, à rapporter évidemment au cas par exemple de la Guyane avec seulement 12 places pour 100 enfants. Donc on voit qu'il y a à l'échelle du territoire français des écarts monumentaux, et donc il y a derrière ce sujet de la petite enfance aussi le sujet des inégalités territoriales qui est extrêmement fort. Quelques points sur lesquels je voulais simplement attirer votre attention. C'est évidemment, vous le savez, depuis le 1er janvier 2025, une réforme a été mise en place, celle du service public de la petite enfance. On dit souvent à l'AMF que les maires n'ont pas attendu la loi pour agir. Néanmoins, cette loi donne un cadre. J'en donne juste quelques éléments, puisque c'est 4 compétences qui sont reconnues aux mairies, aux communes, comme autorité organisatrice de la petite enfance. C'est celle de recenser les besoins dans leur territoire. Deuxièmement, d'informer les familles, d'accompagner la parentalité. Troisièmement, et c'est la conséquence logique, c'est de planifier les créations de places supplémentaires pour l'avenir. Et enfin, peut-être l'aspect qui a fait le plus débat, celui de la garantie de la qualité du service public, que les structures soient des structures publiques ou privées. Vous avez évidemment tous en tête les différents scandales qui avaient pu être mis en avant, notamment dans le rapport IGAS ou dans quelques ouvrages qui étaient sortis ces dernières années. Et donc c'était une réponse et une mobilisation générale. L'AMF avait appelé de ses voeux cette réforme, nous l'avions soutenue. Avec néanmoins des bémols assez importants, c'est que pour réussir ce pari-là, il faut aussi s'en donner les moyens. Et ce que nous notons, c'est que les moyens proposés, les 86 millions d'euros qui étaient sur la table pour 2025, de l'aveu même de l'État, ne représentaient que 50% de la réalité du besoin financier des collectivités. Je précise que par ailleurs, étaient totalement exclus de ces compensations toutes les villes de moins de 3500 habitants, c'est-à-dire la ruralité, qui pourtant a une obligation de recensement et d'information des familles, qui a quand même un coût, et étaient également écartés les EPCI, donc en termes moins barbares, les intercommunalités,
Or, on sait que c'est une compétence dans nombre de territoires qui est portée par l'intercommunalité, notamment dans les territoires ruraux. Donc nous sonnons la sonnette d'alarme, ou nous tirons la sonnette d'alarme sur ce sujet-là. Enfin, j'ai parlé finances, je veux parler quand même ressources humaines. Vous le savez, il y a un énorme enjeu de pénurie de professionnels dans ce secteur. On évalue à 6100 équivalents temps plein, enfin en tout cas de postes qui seraient vacants et qui font que concrètement, ce sont des berceaux qui ne peuvent pas être attribués. Et donc c'est parfois ça qui est surréaliste dans des territoires, c'est que vous avez une crèche, mais si vous n'avez pas les professionnels en face, vous ne pouvez pas accueillir les enfants, ce qui est totalement incompréhensible pour les parents. Et donc évidemment, ce sont là aussi souvent les maires, même quand les structures ne sont pas municipales, qui sont directement interpellés sur ce sujet. Je dis à peu près 6100 équivalents temps plein. Si on a une vision plus large et qu'on intègre tous les motifs d'absentéisme, c'est même 13 500 postes qui seraient vacants, c'est-à-dire 8%, même 8,2% du total. Donc on voit que c'est un enjeu substantiel. Et désolé d'être peut-être pas super optimiste ce matin, mais s'ajoute à cela que nous avons, selon nos calculs, à peu près 42% des assistantes maternelles qui devraient partir en retraite a priori à l'horizon 2035. Donc on voit que cette problématique, elle n'est pas derrière nous, elle est vraiment devant nous, avec un vrai sujet d'inquiétude, où l'AMF se mobilise sur les moyens financiers, sur les moyens RH. Et ultime point, et j'en conclurai par là, un véritable enjeu aussi dans nos partenariats avec les CAF, d'obtenir les données, puisque recenser les besoins, c'est une chose, mais si vous n'avez pas les données actualisées sur votre territoire, vous ne pouvez pas planifier correctement les créations de places. Et ça reste un enjeu. Dans une ville comme la mienne, à l'Étang-la-Ville, dans les Yvelines, parfois les données ont 3 ans, 4 ans d'ancienneté, ce qui en matière de petite enfance, vous en conviendrez, est totalement, enfin bien trop tardif. Merci beaucoup. Merci, merci cher Daniel Cornalba, maire de l'Étang-la-Ville, donc dans les Yvelines, dans le 78. Et nous allons partir dans le Rhône avec Marie-Hélène Millet, voilà, maire de Saint-Génie-Laval, dans le sud de la métropole de Lyon. Alors je crois que des tensions, il y en a aussi dans nos EHPAD. Et là, pour le coup, on ne peut pas dire que la population soit en légère baisse, comme c'est le cas dans nos structures petite enfance. Oui, effectivement. Donc, pas non plus des nouvelles très réjouissantes concernant la situation des EHPAD. Donc, une population qui vieillit. Alors, par rapport aux données qui sont exprimées, c'est vrai que le taux d'équipement pour personnes âgées, à contrario, lui, il est en légère baisse. Mais comme mon collègue l'a exprimé pour la petite enfance, il y a aussi des fortes disparités aussi au niveau national sur la nature des équipements sur le territoire. Après, se pose aussi la question, en dehors des établissements, du déficit de ces structures, notamment les déficits des structures associatives et soutenues par les collectivités. Aujourd'hui, donc, il y a eu en 2024 des fonds spéciaux qui ont été débloqués, 300 millions d'euros pour pouvoir compenser ces déficits. Mais là, actuellement, on ne voit rien venir. Mais enfin, je crois que c'est un peu le cas pour l'ensemble du budget. Il y a beaucoup d'inquiétudes parce que je dirais qu'il y a 85% de ces établissements qui sont en déficit. Beaucoup sont abondés par les communes qui gèrent ces établissements, et donc ça passe aussi un petit peu de manière inaperçue. Autre point, je dirais, de vigilance, c'est la participation des personnes à leurs frais de prise en charge en établissement. En moyenne, donc, c'est 63,50 €, mais ça peut aller pour beaucoup plus haut, 95,60 € pour une personne, pour une chambre seule non habilitée à l'aide sociale. Et ça, c'est vraiment aussi un point de préoccupation, puisqu'il y a eu un rapport fait par la députée Pires Beaune qui mentionnait que 73% des personnes ne peuvent assumer le coût de leur prise en charge en établissement. Donc, c'est vrai que le baromètre, ça nous donne aussi des indicateurs sur la répartition de ces établissements. Il ne faut pas oublier aussi que la majeure partie des Français ne souhaitent pas aller dans ces établissements. Donc, on suit avec beaucoup d'attention la mise en place du service départemental de l'autonomie, et se posent aussi, je dirais, d'autres questions qui concernent les personnes âgées et qui ne sont pas seulement liées aux établissements, c'est aussi leur isolement. Voilà, je crois que c'est un point d'alerte. Je pense que vous connaissez tous le rapport des petits frères des pauvres qui fait état
de cette mort sociale pour beaucoup de nos concitoyens. Voilà. Je ne vais pas être plus long parce que je crois que j'ai assez plombé l'ambiance. Merci beaucoup Marie-Hélène. Mais de fait, au fond, sur ce sujet, comme sur les autres que nous avons évoqués, on voit bien à la fois des disparités territoriales qui ne s'estompent pas, des indicateurs sanitaires qui sont plutôt en dégradation, en tout cas qui ne s'améliorent pas. Monsieur le Président, peut-être pour le mot de la fin, comment est-ce que vous réagissez à ces évolutions ? Effectivement, le tableau n'est pas spécialement rassurant. Les perspectives, et je souhaite insister là-dessus, parce que ça a été dit pour le secteur du grand âge, ça a été dit sur la santé mentale, ça a été dit sur la petite enfance, mais on pourrait le dire aussi sur la santé au travail, etc. Les perspectives, je dirais, de ressources humaines, notamment côté professionnel, personnel, montrent qu'il y a un enjeu d'attractivité. Et si on veut être au rendez-vous, il faut qu'on redonne de la lisibilité, de la visibilité. Qu'est-ce que l'on veut mettre en commun en termes de protection ? Quel est le rôle de l'État pour fixer les grandes orientations ? Et comment on reconstruit un contrat de confiance avec les collectivités, avec les professions de santé, les établissements, l'ensemble des acteurs pour permettre l'émulation, co-construire les solutions, mais pas des solutions à l'annuité budgétaire, des solutions à 5-10 ans, parce que c'est à cette échelle-là, en termes de planification, que l'on pourra être au rendez-vous des enjeux démographiques, numériques, humains, économiques et sociaux, environnementaux, qui se posent à nous et sur lesquels nous aurons à apporter des réponses. Il n'y a que par la refondation d'un pacte social qui repose, selon nous, sur la responsabilité, la confiance et la proximité, que l'on y parviendra. Et c'est pourquoi la mobilisation de toutes et de tous, citoyens, citoyennes, professions de santé, élus, pour ensemble écrire le système que l'on veut, le modèle social que l'on veut, nous semble essentiel, et que je vous donne rendez-vous sur placedelasante.fr pour y contribuer. Et puis, je tiens à remercier les équipes de l'AMF, les équipes de la Mutualité française pour l'élaboration de ce baromètre, pour la préparation de cet événement bien sûr, mais pour l'élaboration de ce baromètre parce que vous imaginez que l'ensemble de ces études, de ces chiffrages ont demandé beaucoup de travail pour déjà que ça soit robuste tout d'abord, mais pour croiser. Et je pense que c'est essentiel de partir de diagnostics partagés si on veut ensuite pouvoir parvenir dans le compromis, dans la discussion, co-construire les bonnes réponses à nos besoins. Donc en mon nom, et je crois que je peux me permettre de dire aussi au nom du président Lisnard, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé à ce 3e baromètre. J'espère qu'il vous sera utile à vous, mesdames et messieurs les maires, les élus, mais qu'il sera utile tout simplement au pays. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Claire, peut-être un mot pour conclure au nom des maires et de l'AMF ? Oui, merci Monsieur le Président de ces mots d'encouragement. Je pense qu'effectivement, c'est un outil de travail très intéressant. Nous devons le partager, nous devons le faire vivre. Et vous l'avez dit, dans ce baromètre aussi, elle fait référence à beaucoup d'initiatives des élus locaux sur le terrain, sur des situations particulières. Donc on voit qu'il y a une dynamique qui est, à travers ce baromètre, active. Et tout l'intérêt de ce baromètre, c'est d'en faire état, d'en suivre l'évolution, d'en tirer les conclusions et de réagir pour aller plus loin dans nos politiques de santé au plus près de nos territoires. Merci Claire. Et si peut-être de la part des journalistes présents, il y a quelques questions pour compléter ces différentes présentations. Allez-y. Oui, juste une question sur la conception de ce document. En fait, vous rassemblez des données, notamment statistiques, de l'adresse, etc. Est-ce qu'il y a une part d'enquête qui est menée pour ce document ? Éric Chenu. Alors, je vais donner la parole à une des sachantes qui est dans la salle, qui est Anne-Gisèle Privat, et qui va vous répondre. Parce que je préfère que ce soit celles qui ont travaillé vraiment dessus, qui vous disent comment tout ça a été construit.
Bon, merci Président. Donc simplement pour répondre à votre question, donc on prend un ensemble d'indicateurs publics, comme vous l'évoquiez, issus des principaux organismes statistiques, institutions publiques qui produisent des données. Et ensuite, on a cette année également repris, vous l'avez vu, sur la santé mentale, notamment les résultats d'une étude que nous avons conduite avec l'Institut Theram et l'Institut Montaigne sur la santé mentale des jeunes. Et nous avons également repris dans la partie santé environnementale une partie de l'étude que nous avons menée avec l'Institut Odoxa et qui est venue alimenter notre carnet de santé de la France qui est paru en septembre. Voilà. Mais pour l'essentiel, c'est vrai que ce sont des données publiques sur les différentes thématiques d'intérêt du baromètre, donc sur la santé et le social. Merci. Merci de votre réponse. Une autre question au 4e rang et puis ensuite au 1er. Voilà. Bonjour, Emmanuel Stresser pour Maire Info et Maire de France. Est-ce que dans certains départements, on voit qu'il y a une amélioration malgré tout de l'accès aux soins? Est-ce que là, vous avez creusé pour essayer de comprendre quels étaient les faits qui avaient permis ces résultats-là? On va prendre la deuxième question d'emblée et puis répondre aux deux à la fois. C'était au 1er rang. Oui, bonjour, Aurélien Elias pour le Courrier des maires. Sur le volet santé mentale, deux petites questions. Qu'apporterait en termes de moyens ou d'organisation ou de projets la prolongation de la santé mentale comme grande cause nationale? Et deuxième question, vous avez mis en avant, je ne sais plus quel intervenant, les conseils locaux de santé mentale, dont vous soulignez le rôle et vous appeliez à leur développement. S'agit-il plus d'avoir une couverture totale du territoire avec ces conseils locaux ou de les développer dans un sens nouveau avec des acteurs, une organisation rénovée au regard de ce qui s'est déjà fait dans les années et mandats précédents? Merci. Et Éric Chenu, sur la première question, je pourrais répondre pour ma part sur les CLSM. Alors, c'est M. Fescal qui a parlé des CLSM. Je le rejoins complètement sur l'utilité des CLSM qui permettent la coordination des acteurs et de ce fait qui permettent une prise en charge globale, holistique de la personne sur l'ensemble du dépistage, l'accompagnement, le soin, le lien sanitaire, social, médico-social. Donc ça, c'est crucial, et y compris sur une dimension somatopsie. Donc ça, c'est fondamental. C'est quoi l'intérêt de poursuivre l'initiative qu'avait pris le Premier ministre Michel Barnier de la grande cause, qui a été reprise ensuite par le gouvernement Bayrou? C'est que si, comme M. Fescal, je trouve que c'est intéressant parce que ça a permis un coup de projecteur important, une prise de conscience des besoins, très bien. Le plan qu'a rendu public avant l'été Yannick Noder permet de montrer comment agir, etc. Mais preuve en est aussi qu'on n'en tire pas toutes les conséquences. Si vous regardez les lignes du projet de loi de financement de la sécurité sociale, aujourd'hui, il n'y a pas de traduction mécanique sur comment on amplifie à la hauteur des besoins pour les jeunes, pour les actifs, pour les retraités, les personnes âgées, pour les femmes, pour les plus précaires, etc. Sur les territoires ultramarins, ça a été rappelé, pour répondre aux besoins de santé publique. Et donc là, on a un hiatus entre le constat qui est partagé, la prise de conscience qui est aujourd'hui, je pense, unanime, et les moyens que l'on y met. Ce qui fait que quelquefois, pour me faire comprendre sur cette déception, c'est que on a certes une grande cause, mais aujourd'hui, on est un peu dans la grande glose. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, mais derrière, on ne donne pas suffisamment aux professionnels de santé, aux collectivités, aux acteurs, de pouvoir réellement agir par un investissement et une planification. Et donc, de ce point de vue, poursuivre, si ça s'accompagne de déblocage budgétaire pour pouvoir agir, ça me semblerait excessivement utile pour accompagner et amplifier les initiatives qui ont été prises. Et sur la première question, je ne sais pas vous répondre, donc je vais encore me tourner vers mon joker, qui est Anne-Gisèle. Un mot sur le CLSM, effectivement, pour parler d'expérience, parce que j'en ai un dans mon territoire. En fait, un CLSM, ça ne coûte pas grand-chose.
c'est un poste de coordination avec des salaires de niveau infirmier, en gros. C'est infirmière de santé publique, en gros. Le vrai sujet, c'est effectivement de faire travailler tous les acteurs. Et quand on dit tous les acteurs, c'est évidemment les psychiatres, les psychologues, le CMP. Mais au-delà de ça, ça peut être également des acteurs de proximité, des associations de quartier, des centres sociaux, etc., qui sont confrontés au sujet et qui peuvent être des prescripteurs pour aider une personne à trouver la bonne porte. Et dans mon territoire, quand on organise une journée de la santé mentale où tous les acteurs sont là, c'est toujours ce même principe où la journée elle-même est un événement important et beaucoup de gens viennent. Mais le fait même de bosser ensemble pour préparer cette journée, ça crée du lien. On apprend à se connaître, on apprend à se parler, et c'est ça l'intérêt. Mais l'enjeu, c'est que tant qu'on n'aura pas suffisamment de soignants derrière, on ne s'en sortira pas. Et j'en parlais avec Daniel Fasquelle, c'est pas seulement des psychiatres. On a besoin de psychiatres, on a beaucoup besoin de psychiatres, mais il faut peut-être aussi que les médecins généralistes se rendent compte que la santé mentale et le volet psychiatrique de leur activité généraliste, ça leur appartient aussi. Beaucoup de généralistes peuvent avoir le réflexe de se dire « Ah, attention, problème de santé mentale, j'oriente vers un psychiatre, c'est pas à moi de le faire ». C'est en partie aussi aux généralistes de s'emparer de ce sujet-là. Oui, et à propos donc de la dernière question, simplement, on n'avait pas très bien entendu ce que vous pourriez nous reformuler la question. Enfin, d'ici, on a pas mal. Oui. Quels sont les déterminants sur le fait que dans certains départements, l'accès aux soins s'améliore ? Et à mon avis, ils sont multiples. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui sont attractifs par eux-mêmes, ou des départements où peut-être la population a plus baissé que l'offre de soins, ou des départements où il y a eu un effet des politiques proactives menées par les ARS, par les élus locaux, etc. C'est difficile à démêler et c'est vrai que ce serait intéressant d'essayer de l'étudier. On peut peut-être s'en tenir là. Merci beaucoup, merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Voilà.